Bienvenue dans Ça nous dit quoi, la petite série de vidéos que je compte faire pour présenter les thèmes des différents scénarios d'Octopath Traveler 2 et la place des personnages dans l'histoire centrale. Déjà dans le premier jeu, il y avait des thèmes qui ressortaient dans chaque scénario, mais c'est plus marquant encore dans Octopath Traveler 2, car tous ces scénarios ont un lien bien plus fort avec l'histoire principale, qui a elle aussi son thème général. Nous allons faire chaque scénario dans l'ordre d'Octopath, ce qui signifie qu'aujourd'hui nous allons commencer par Ochette, la chasseresse. Ochette est un personnage que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas vous mentir que ces thèmes principaux ne sont pas forcément les plus simples à analyser pour moi. Je vais donc faire de mon mieux et j'espère que mes théories et réflexions auront du sens et ne seront pas à côté de la plaque. La première chose à prendre en compte, c'est que chaque personnage d'Octopath Traveler 2 a le potentiel d'être vu comme le personnage principal du jeu. C'est fait exprès, après tout, il faut qu'on se sente comme le héros, quel que soit le personnage qu'on a choisi à l'origine. Certains ont plus d'arguments que d'autres, et d'après moi, Ochette se situe vers le milieu du panier de ce côté-là. Après tout, Ochette est la pureté absolue que même Weed ne peut pas toucher. Le personnage que la flamme sacrée choisit à la fin de son scénario. Il y a des raisons de voir Ochette comme l'héroïne. Je dirais que l'argument qui va le plus en sa défaveur serait que son scénario, même s'il se déroule dans le monde entier, ne compte vraiment que pour une toute petite partie du monde tout compte fait, à savoir l'île de Totohaha. Mais passons et parlons maintenant de ce que nous dit son scénario. Tout d'abord, nous allons parler du thème général du jeu qui est le désespoir et ce qu'il faut pour lutter contre. Chaque scénario présente un différent type de désespoir. Dans le cas d'Ochette, nous sommes un peu dans les conséquences de ce désespoir. Tous les liens ont été brisés et mènent au conflit. Les différents groupes qui composent ce monde s'entretuent, s'entre-utilisent, puis jettent les autres quand ils n'ont plus besoin d'eux. C'est en refusant de sombrer dans ce même désespoir qu'Ochette continue de traiter le reste du monde avec décence et restaure ses liens, notamment en aidant le village des Bestias et celui des humains à s'unir. Ça, c'est pour le lien avec le thème général du jeu. Voyons maintenant les thèmes propres au scénario en lui-même. Ochette est la seule de nos protagonistes à ne pas être humaine. Sa moralité est donc un peu différente, mais elle n'a rien de déplaisant. Elle chasse ceux qui sont en danger pour elle et les siens, et pour manger, mais elle ne comprend pas pourquoi en tuer sans une bonne raison comme celle-ci. Ochette a peut-être passé sa vie à Totohaha, mais elle part en voyage sans hésiter pour protéger son île natale. Et au cours de ces 5 chapitres, s'il y a bien un thème récurrent, c'est la cruauté humaine. Sérieusement, les humains dans le scénario d'Ochette sont à la source de l'immense majorité des problèmes. Ceux de Totohaha s'attaquent aux Bestias pour leur voler leurs terres, puis ont l'hypocrisie de demander leur aide ensuite. Ceux de la crique du Belvédère ont laissé Cataracta se faire tuer alors même qu'elle venait de les sauver, puis ont volé ses écailles et ses barbes pour se faire une fortune, sans le moindre respect pour la créature à qui ils doivent la vie. C'est le résultat soit du désespoir, soit de l'avarice, difficile à dire, mais on retombe sur ce que je mentionnais quant à l'absence de lien, qui fait qu'une fois que quelqu'un a perdu son utilité, on le jette. Les humains de Crevastri n'ont d'apparence rien fait de trop grave, mais quand on sait qu'il s'agit de la ville où tout le monde fait partie du culte de l'ombre lunaire, on comprend qu'ils sont ceux qui ont montré à Petrichor, la chasseresse de G, où se cachait Terra et comment s'en prendre à lui. Quant aux chasseurs d'Ouragrel, ils ont décidé de chasser une créature qui les protégeait par orgueil, puis quand ils n'ont pas su la vaincre, ils ont cassé son œuf pour se venger. Ils ont pris une vie parce que leur fierté était blessée. Une action si gratuite et répugnante que même Ochette, qui ne semble pas connaître la moindre émotion négative, en est horrifiée. Même le boss final d'Ochette, le compagnon qu'elle n'a pas choisi au début de son scénario, est le résultat de la malfaisance des humains, car il a été capturé et torturé par des humains et c'est ainsi qu'il est devenu ce qu'il est. Mais assez ironiquement, et même si sa fin me fait toujours pleurer des torrents de larmes, le scénario d'Ochette est un des plus optimistes et positifs du jeu. Et la raison à cela est que si la cruauté humaine est le thème qui en ressort le plus, je pense que d'une certaine façon, peut-être même plus encore, on voit en ce scénario la possibilité pour les humains de changer ou de faire le bien. De restaurer les liens brisés, dont je parlais plus tôt. En effet, même s'ils sont plus l'exception que la règle, dans chacun de ces chapitres, c'est un humain qui aide Ochette le plus. Alpione est celle qui a sauvé l'œuf de Cataracta et qui mène Ochette jusqu'à celui-ci. Pomme a été sauvée par Terra et décide donc d'aider Ochette à le trouver dans l'espoir de l'aider. Et même si Haig a commis des actes méprisables, il ne traite jamais Ochette comme inférieure alors que tous deux se dirigent vers Glaciès et il reconnaît ses torts à la fin et lui donne les informations qu'il lui faut. En fin de compte, la situation parvient également à faire changer d'avis Kohase, qui était pourtant particulièrement agressive à l'égard des Bestias, et avec sa nouvelle vision du monde, elle apprend à s'ouvrir et permet aux humains qu'elle dirige de faire de même. Les humains, surtout la chasseresse de G, sont à la source de tous les maux du scénario d'Ochette, mais on constate dans chaque chapitre, même dans le premier avec la petite fille, que ce n'est pas forcément parce qu'ils sont mauvais de manière innée. On les pousse dans cette direction. Et la preuve en est qu'il y aura toujours certains d'entre eux pour faire le bien, comme Alpione et Pomme, ou pour se rendre compte de leurs erreurs, se réveiller et s'améliorer, comme Haig et Kohase. C'est un scénario qui interroge vraiment sur les priorités de l'humanité et sur la responsabilité de chacun. Les humains ont reçu des terres de la part des Bestias, mais les ont surexploitées et donc manquent de ressources, et au lieu de se rendre compte de leurs erreurs,
s'en prennent aux mêmes bestias qui les ont pourtant aidés pour voler leurs terres et sans doute recommencer les mêmes erreurs. Mais valent-ils vraiment mieux que les bestias pour oser demander un tel sacrifice? Oui, on est totalement sur une histoire de colonisation et c'est tout aussi monstrueux que dans la vraie vie, même si c'est quand même aseptisé ici. Les humains de la tribu du Belvédère et d'Ouragrel ont été sauvés et protégés par des créatures divines. Pourtant, quand une humaine a tué Cataracta, ils ne lui ont montré aucun respect et ont volé sa dépouille pour s'enrichir. Mais dans ce cas précis, est-ce quelque chose qu'on peut réellement leur reprocher? C'est horrifiant et désolant, mais ils n'ont pas tué la créature et ne sont pas responsables de sa mort. Ils ont juste utilisé ce qu'il restait d'un être mort. Alors était-ce un acte inhumain dans le simple but de s'enrichir? Ou bien une façon de se préserver? Et dans ce genre de situation, la priorité doit-elle être l'honneur ou le fait de saisir une opportunité? En parlant d'honneur, le cas d'Ouragrel est bien plus clair. Les chasseurs ont décidé de chasser leur sauveuse par orgueil. Ils n'avaient pas bonne raison de s'en prendre à un être qu'ils avaient toujours protégé, et pourtant leur échec a meurtri un orgueil qui les poussait pourtant à commettre un acte innommable. Ils ont considéré leur honneur et leur orgueil comme plus importants que la vie. Que ce soit leur vie, celle de Glaciès et de son bébé, ou celle du reste d'Ouragrel. Leur acte méprisable, la destruction inutile de l'œuf, a causé leur perte, et pourtant le seul survivant était incapable d'apprendre cette leçon tout seul, et a décidé de retourner chasser Glaciès, alors même que c'était ce désir ridicule et sans intérêt, autre que de satisfaire leur orgueil, qui était à l'origine de cette tragédie. Leur réussite aurait mis Ouragrel en danger sans leur créature gardienne. Et leur échec l'a également mis en danger, car en s'en prenant à l'œuf, Glaciès est devenue folle de rage et a fait tomber un blizzard permanent. Il n'y avait pas de bon choix, autre que de ne simplement pas s'attaquer à Glaciès. Et pourtant, ils en ont été incapables. Ils ont mis leur vie en danger sans bonne raison. Ils ont tué le bébé de Glaciès sans bonne raison. Et en plus, ils l'ont fait si égoïstement que même la ville n'était pas au courant. Comme on le voit au fait qu'après coup, un chevalier avait été mis en place pour empêcher quiconque de passer afin de protéger Glaciès. Quelle est la priorité d'un humain qui décide de s'en prendre à une créature juste par orgueil? Quelle est la priorité d'un humain qui tue une créature qui ne peut se défendre pour laver son honneur? Sont-ce réellement des qualités qui font de nous des humains? Les bestias nous sont présentés comme des êtres purs et incorruptibles, intelligents, et qui vieillissent lentement. Des individus qui, d'une certaine façon, représentent la vie dans sa plus simple incarnation, une qui nous rappelle les véritables priorités. Hochette nous montre qu'elle a finalement plus d'humanité en elle que la plupart des êtres humains. Elle n'est pas cruelle, ne tue que pour se nourrir ou se défendre, et sait montrer de la compassion. Empathique et enthousiaste, elle n'est même pas réellement naïve, elle sait repérer les mensonges. Partout où elle va, les gens réapprennent à vivre. Les gens redécouvrent que le mal, le désespoir n'est pas inné, et qu'il faut apprendre à le repousser, au lieu de se laisser envahir par celui-ci par confort. Comme je le disais au début de la vidéo, j'ai du mal à déterminer quel est le thème central du scénario d'Hochette. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que la vie? Comment la respecter? Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être humain? Et surtout, il est toujours possible, même quand on est entouré par le mal, de faire le bien. Maintenant que ceci est dit, passons à notre très cher Casti. Pour Casti, c'est à peu près aussi compliqué que pour Hochette honnêtement, mais pour une autre raison. Le scénario de Casti en réalité se déroule un peu en deux parties. Il y a la partie où Casti cherche à se rappeler qui elle est, puis les souvenirs retrouvés et les actions entreprises en conséquence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'atmosphère et les thèmes sont très différents en fonction du chapitre. Je vais donc vous donner les thèmes de chaque chapitre plus ou moins, avant de révéler ce qui pour moi est le thème principal de l'histoire. Dit comme ça a l'air très cool, mais croyez-moi, c'est moins pompeux que ça en a l'air. Ceci dit, pour commencer, parlons du lien du scénario de Casti avec le thème principal du jeu, le désespoir. Le désespoir du scénario de Casti se reflète avant tout dans la perte et dans le fait d'être témoin de cette perte. D'une certaine façon, on pourrait voir la perte de mémoire de Casti comme faisant partie de cette perte qui provoque le désespoir, mais en soi, je dirais que ce n'est pas Casti en elle-même qui reflète ce désespoir. Du moins, pas avant son histoire croisée avec Hochette. À la place, c'est Trousseau qui le montre. Trousseau a commencé à sombrer dans le désespoir après la mort de sa sœur, puis quand il s'est montré incapable de sauver Rosa. Il était pur, bon et innocent, mais il était fragile, ou en tout cas fragilisé par ses échecs et cette perte. Et c'est ça qui le brise. C'est ce désespoir. C'est ça qui le fait atteindre les extrêmes auxquels il se plie volontiers. Et on voit Casti manquer d'atteindre ce désespoir également plus tard, hantée comme elle l'est par toutes les pertes, les échecs, et tout le désespoir provoqué par ces pertes et ces échecs. Contrairement à Hochette, Casti n'a pas de remède magique pour éviter de s'écrouler face à ce type de désespoir. Trousseau était le plus pur d'entre eux, tout comme Hochette est profondément pur, mais ça ne l'a pas sauvé pour autant. Casti a tenu plus longtemps que lui par pure volonté et intégrité, mais même elle se serait effondrée sans Hochette. En fin de compte, le jeu nous montre ici que certains espoirs sont plus forts que nous, et qu'on ne peut pas les affronter seul. Parlons maintenant du scénario de Casti en lui-même. Au cours de son premier chapitre, Casti se fait rejeter et attaquer par des gens qui ont entendu des rumeurs au sujet des gens portant son uniforme. Néanmoins,
Au premier problème, elle bondit immédiatement à leur rescousse et sauve la ville entière et est, comme elle le mérite, traitée en héroïne ensuite. On pourrait y voir le thème des préjugés et de la tolérance, un thème qui en plus reviendra un peu après dans le chapitre de Sai. À Sai, Casti intervient dans une guerre entre de riches citadins et de pauvres migrants qui cherchent du travail et se font agresser et condamner pour que les richoux gardent leur petit confort. Une injustice telle que même du côté des citadins, certains ont choisi de quitter ce camp pour rejoindre celui des migrants. On constate en revanche que malgré cet acte altruiste, l'homme en question fait preuve de violence et de préjugés sévères également. Finalement, Steve décide de refuser de choisir un camp et se contente de soigner tous les blessés avant de forcer les deux camps à coopérer et de régler les problèmes qu'ils ont causés en réveillant un sablion. Comme on le découvrira plus tard, son intervention a même mis fin à la guerre car elle a forcé les deux côtés à discuter et ils ont su atteindre un accord. Quels sont les thèmes alors ? Il y en a tant ! Déjà, on constate un sacré message anticapitaliste qui est extrêmement présent dans ce jeu à mon plus grand plaisir, et pas du tout juste dans ce chapitre de Casti d'ailleurs. Ensuite, on rebondit sur ce thème des préjugés et la violence qu'ils entraînent. Une violence souvent profondément injuste envers les plus faibles. Enfin, on commence, avec le chapitre précédent, à voir émerger la nécessité de prendre les choses en main quand il y a un souci et de ne pas le laisser s'enliser. Casti n'avait pas à s'occuper de Canal Salin qui l'avait agressé, mais elle l'a aussitôt fait. Elle n'avait pas à s'occuper des soldats de Sai, vu qu'elle cherchait juste à savoir qui elle était, mais elle l'a fait et s'est même occupée du sablion alors qu'elle était la seule personne présente à ne pas être responsable de sa colère. Dans son chapitre à Jolentaise, l'ambiance est plus lente. Casti soigne Rosa, une femme mourante, qui cherche à survivre jusqu'au 12e anniversaire de sa fille, afin de pouvoir lui confier la succession en tant que chef de la ville. Lorsqu'elle meurt, Casti se rappelle alors que Rosa se fichait de la succession. Elle voulait juste être là, pour l'anniversaire de sa fille. Néanmoins, cette histoire de succession est à l'origine présentée comme plus importante que la vie de Rosa, puisque son propre neveu se montre prêt à embaucher des bandits pour kidnapper la fille afin d'obtenir cette même succession. Il regrette ses actes par la suite et décide à la place d'aider la petite. Comme dans le chapitre de Sai, on constate aussi les thèmes d'Ochette, à savoir la cruauté humaine, mais aussi la capacité à évoluer et changer pour le meilleur. Mais en fin de compte, le thème de ce chapitre semble être la générosité, au sens émotionnel du terme. Ce chapitre repose sur la générosité de Rosa et celle de Casti. Elle montre qu'on peut être généreuse sans pour autant être faible, et une fois de plus, Casti n'hésite pas à aller botter des fesses quand nécessaire, sans laisser le problème traîner. Et sur ces deux derniers aspects, qui commencent à vraiment revenir à chaque fois, on se met peut-être à toucher au thème principal. À Salvaverse, Casti se rappelle l'apothicaire qu'elle était et son groupe. Elle revoit ses jours passés dans ce village et l'extermination de celui-ci par le membre de son ordre qui était pourtant le plus doux et gentil du groupe. On sait que celui-ci a été corrompu par un homme, et on devine à la réaction de Casti et Aken que l'homme en question était sûrement Claude. Non, pas celui-là, je parle de Sephiroth là. Enfin, ce doute est ensuite confirmé par le journal d'Ori de toute façon. Mais dans tous les cas, on voit surtout des gens profondément bons qui se sacrifient pour sauver autant de gens que possible. Finalement, ce n'était pas juste Casti qui était profondément généreuse et du genre à tout de suite prendre la situation en main pour régler des problèmes. C'était l'intégralité de l'ordre des Sériens. Enfin, à Boisbrune, Casti parvient à stopper son ancien camarade avant qu'il ne massacre la ville également, même si elle est forcée de le tuer au passage, puis elle utilise les connaissances qu'elle a acquises au cours de l'histoire pour créer un antidote. Casti sauve alors Boisbrune, et accepte cette nouvelle vie en tant que seule survivante de son ordre, mais qui continuera à mener cette vie dédiée à sauver les autres, quoi qu'il en coûte. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas ici que ça se termine. Et on va donc aborder cette histoire de thème, à savoir la bonté et la fermeté. Casti représente une bonté indéniable, mais qui n'a rien de tendre. Oui, elle aide les autres, oui, elle est gentille, et même douce avec ses patients et ses amis, mais elle n'hésite jamais à faire ce qui doit être fait, peu importe la situation. Devoir tuer Trousseau la ronge, mais elle décide de le faire, et on devine à son passé que c'est loin d'être la seule de ses décisions qui l'a blessée. On sait aussi que dans son métier, elle a été proche de la mort très souvent. Et on sait que s'il faut employer la force, elle le fera car en tant qu'apothicaire, elle est habituée au champ de bataille et doit donc savoir se défendre. Même ses répliques au combat sont empreintes d'une fermeté sauvage. Je ne connais aucun remède à la malfaisance. Elle peut te balancer ça avant de te poutrer la tronche, et ça représente bien le personnage. En fin de compte, j'irais dire que Casti représente le meilleur de l'humanité. Humainement, elle est incroyable, sa gentillesse, sa bonté, sa patience, sa foi en les autres, tout ça ce sont des qualités folles qu'elle incarne à la perfection. Mais contrairement à Trousseau qui les partageait, mais était trop fragile pour résister à la noirceur de Weed, Casti est si ferme, si forte mentalement et habituée aux décisions difficiles que celle-ci l'a à peine effleurée. Elle est officiellement un être humain qui a échappé à Weed, alors qu'elle aurait normalement dû être corrompue avec Trousseau. Et c'est pour ça que le dieu maléfique s'attaque à elle. J'ai mentionné au début de la vidéo que tous les personnages ont de bons arguments pour être présentés comme le personnage principal du jeu, et qu'Ochette fait partie du top pour moi de ce côté-là.
Casti n'est pas aussi haut pour moi, mais son argument principal, d'après moi, est vraiment celui-ci. Elle a échappé à Weed, comme aucun être humain ne l'avait fait jusqu'ici. Et en conséquence, elle lui fait terriblement peur. Donc, il la prend pour cible délibérément. C'est quelque chose que l'on voit pendant l'histoire croisée entre Casti et Hachette, et elle est le seul personnage à subir une attaque aussi personnelle de la part de l'antagoniste principal. Hachette parvient à tirer Casti de là, car en tant que bestia, elle n'a aucune obscurité en elle, et en plus, elle est choisie par la flamme sacrée, comme on le voit à la fin de son scénario. Mais Casti était la cible de Weed. En fin de compte, c'est peut-être son deuxième thème finalement. Le fait que même les meilleurs d'entre nous peuvent s'effondrer si rien n'est fait pour les aider. Trousseau s'est effondré précisément quand ses amis n'étaient pas là. Casti se serait effondré sans l'intervention d'Hachette. Weed représente la dépression, le cynisme, l'abandon, le désespoir. Ce sont des choses dans lesquelles il est profondément simple de s'enfoncer quand on n'a personne pour nous soutenir. Et Casti est peut-être incroyablement forte, elle est peut-être l'incarnation de ce que l'humanité a fait de meilleur, mais elle n'est pas infaillible. Tout ce qu'elle a traversé laisse des traces, des marques, alors bien entendu qu'elle vacille sur un moment de faiblesse. Comme vous le voyez, il y a pas mal de thèmes à retirer du scénario de Casti, mais je crois que ce qui m'éclate le plus, c'est à quel point il est bien imbriqué dans le scénario principal, pour un personnage qui n'a pourtant pas tant que ça de lien direct avec celui-ci. C'est vrai quoi. Son lien est Trousseau, qui finalement était juste une des victimes de Sephiroth. Il n'était même pas particulièrement important au sein du culte de l'ombre lunaire, et il n'aura finalement eu aucun rôle majeur, puisque Casti l'a arrêté avant son coup d'éclat. Mais les circonstances de la chute de Trousseau, qui entraînent ce ciblage de Casti, sont ce qui la relie bien plus au scénario. Et avec son amnésie d'ailleurs, on ne peut que théoriser sur certains aspects. Que faisaient Casti et Trousseau à Aken? Comment ont-ils rencontré cet homme? Comment sont-ils repartis ensuite? Et pourquoi Casti et les autres auraient-ils laissé Trousseau tout seul s'il avait été aussi perturbé par le livre de la nuit que le jeu ne le sous-entend? Ou au contraire, l'ont-ils laissé seul pour lui laisser le temps de se remettre? Tout ça pour que ça ne soit ça qui l'aurait poussé tout droit vers la chute? En fin de compte, Casti a un lien très fort avec le scénario central, même si, à cause de son amnésie qui ne se résout jamais vraiment, on ne sait pas à quel point. Ce qu'on sait en revanche, c'est que son scénario tourne autour de la bonté, de la gentillesse et de la fermeté, en montrant tout aussi bien les abysses dans lesquels cette bonté peut vous entraîner si vous n'êtes pas assez fort mentalement pour résister à la noirceur du monde, ainsi que comment s'en sortir avec le soutien des autres. Casti, comme tout bon médecin, ne laisse pas les problèmes s'éterniser et s'aggraver, et refuse de se laisser corrompre par l'aigreur et la violence autour d'elle, et si elle vacille parfois, il n'y a aucun doute que sa façon de voir le monde est montrée comme étant la bonne. Honnêtement, je me dis qu'elle aurait fait un super mentor pour Alphine dans le premier jeu, et j'adorerais un crossover où ils se rencontrent un jour. Sur ce, c'est tout pour cette parfaite héroïne qui pour moi devrait justement, si on avait un manga ou un roman récapitulant le scénario du jeu, avoir un peu le rôle de mentor avec le vrai protagoniste principal. Ce lien involontaire avec l'antagoniste, et le fait qu'elle soit sa cible privilégiée par simple force de volonté et de caractère, la relierait pas mal à ce rôle, tout comme le mystère autour d'elle au début et le fait qu'elle soit probablement le personnage qui ait le moins besoin d'évoluer du jeu. Casti a déjà achevé son voyage il y a longtemps, lorsqu'elle a créé l'Ordre des Ériens. Ce qu'il lui fallait, c'était se rappeler la badass qu'elle était, capable de résister aux dieux en personne. Car c'est définitivement d'elle qu'on aura besoin, face à l'incarnation de la nuit. Et vu qu'elle est le personnage le plus cheaté du jeu, j'irais dire que c'est thématiquement approprié. Sur ce, on va s'arrêter ici pour Casti et sa main de fer dans un gant de velours. La prochaine fois, on va s'attaquer à des personnages sur qui j'ai un peu moins à dire, parce que leurs thèmes m'ont moins parlé, mais j'espère que ce sera intéressant quand même. Allez, à bientôt mes petits lions!